On va passer avec Sophia, avec plaisir, avec un F d'ailleurs, sur Sophia Sia. Vous êtes directrice de l'adoption des services EGNOS chez ESSP. Donc là, il y a beaucoup d'acronymes, EGNOS, ESSP, etc. Ouais. Donc vous allez pouvoir nous expliquer quelles sont les sources d'erreurs, parmi celles qu'a présentées Thierry, que le dispositif EGNOS, après nous avoir expliqué ce que c'est, puis corrige. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour à tous. Premièrement, je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation à participer à ce séminaire. Alors, Bruno, Léo, Tia, merci beaucoup. Et aussi, il faut dire, mais je crois que c'est très clair, que possiblement je suis l'unique rapporteuse aujourd'hui qui n'est pas francophone natif. Alors, je fais appel à votre compréhension. J'espère que vous excusez mes fautes et le fait que je vais lire un peu plus. Bon. On commence, on y va. Ça prend du temps. Oui. Donc, voilà. Là. L'ordinateur est lent, donc il faut juste cliquer une fois, ça prend du temps, mais ça arrive. Ok, merci. Bon, je vais aborder 100 sujets principalement. 1, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est EGNOS. 2, je crois que c'est important, la précision qu'on peut obtenir avec ces services. 3, c'est une considération pratique. Bon, EGNOS est là, mais comment est-ce que je peux me bénéficier de ce service ? C'est des questions pratiques, de comme vérifier et configurer l'équipe. Finalement, finalement pas, c'est le 4e point, je vais vous dire que l'utilisateur d'EGNOS n'est pas seul, c'est un service public, mais l'utilisateur n'est pas seul. Il y a un portail d'assistance où les utilisateurs, où ils peuvent trouver l'information, le support. Et finalement, je vais vous donner un bref résumé de qu'est-ce qu'on espère de les évolutions d'EGNOS. Alors, on y va. EGNOS, qu'est-ce que c'est ? Le plus important, c'est de dire qu'aujourd'hui, je remarque, c'est un service qui corrige et améliore les signaux GPS sur la fréquence L1, qui vient d'être expliqué par Thierry. Ce service est assuré par un satellite géostationnaire. Alors, les satellites géostationnaires sont dans une orbite qui est beaucoup plus grand que l'orbite du satellite GPS et Galileo. Et ces satellites géostationnaires émettent un signal sur la même fréquence que GPS Aileron. Le service EGNOS est gratuit et disponible dans toute l'Europe. Ce service, comme on montre dans la diapositive, n'est pas seul. Ce n'est pas unique au monde. C'est la matérialisation européenne du concept SBAS, S-B-E-S, qui en anglais veut dire Satellite Based Augmentation System. La raison pour laquelle le concept SBAS a été développé, c'était la nécessité aéronautique d'utiliser GPS. Et je souligne aéronautique. SBAS est destiné pour donner une fiabilité au positionnement que GPS seul ne fournit pas et Galileo maintenant aussi ne fournit pas. Alors, tous les systèmes SBAS et EGNOS en particulier ont été dessinés et développés pour l'aviation civile. C'est un message très important. Je voudrais que vous reteniez ces concepts après mon présentation. Alors, les principaux blocs géopolitiques ont développé un système SBAS dans les différentes régions du monde. Le premier, c'est les Américains. C'est ça non, comment est-ce que je peux faire Petit bouton rouge, normalement. Ah, là, super. Voilà. Le premier, c'était les Américains avec WAS. Après, c'était l'Europe avec EGNOS. Après, l'Inde avec Gagarin. Japon, MSAS. Et finalement, la Russie avec SDCM. Mais c'est un service qui n'est pas encore opérationnel. Bon, c'est les services, un peu d'histoire, un peu de concept. Mais le système est là parce qu'il y a un système, parce qu'il existe un système, bien sûr. Alors, EGNOS existe, c'est composé de 40 stations au sol, situées principalement en Europe. Les stations sont faites des récepteurs GPS géodésiques de très haute qualité. Et cette station envoie à un moment donné les mesures GPS au centre de contrôle. Et calculer un message qui permet de corriger les mesures GPS pour obtenir une position plus précise. Ce message est envoyé par les stations uplink au satellite
Stationnaire ne marche pas? Si, ça met juste du temps. Là. Il faut, ouais. Satellite géostationnaire, il y a deux par redondance. Et alors, ça c'est comment est-ce que EGNOS, très simplifiément, marche. Alors, pour répéter un peu, 42 stations au sol, équipement GPS de qualité, transformation GPS, qui sont envoyés au centre de contrôle pour calculer les corrections qui sont envoyées au satellite géostationnaire. Alors, idée clé. EGNOS améliore GPS, mais EGNOS n'est pas une constellation fondamentale comme c'est le GPS, comme c'est Galileo, comme c'est Beidou, comme c'est GLONASS. Et le message EGNOS qui permet aux utilisateurs d'obtenir une position plus précise qu'en utilisant simplement GPS est diffusé par un satellite géostationnaire. Ça, c'est un peu le plus important pour vous pour comprendre le fonctionnement basique d'EGNOS. Donc EGNOS corrige à la fois GPS et corrigera demain le signal Galileo. On en reparlera. Demain, en oui, tout cas, c'est compatible avec tous les systèmes. Oui, ça, je le vais expliquer dans le dernier point. Bon. Alors, qui vous êtes? C'est quoi ESSP? Bon, c'est un peu expliquer un peu l'écosystème EGNOS, c'est un peu complexe. C'est européen, c'est un peu complexe. Alors, c'est un service européen, comme j'ai bien dit. Il appartient aux citoyens européens et donc géré par la Commission, en particulier par l'agence. Non. Si, ça arrive. Il faut cliquer une fois. Ça met juste du temps. Bon. Voilà. Bon, il y a beaucoup. C'est géré par la Commission, en particulier par l'agence chargée de l'exploitation du programme EGNOS et Galileo. Cette agence s'appelle JSA. Ce qu'on voit tout en haut. Voilà. Là, ici. Ouf, voilà. Désolé. C'est ce que j'allais dire, voilà, ça arrive tout d'un coup. Plus vite, ça. Voilà. Là, c'est l'agence. Mais il faut faire fonctionner et entretenir le système. C'est nécessaire un prestataire de service EGNOS pour faire tout ça. Et c'est le ESSP, l'entreprise qui a été attribuée par concours public l'exécution de fonctions de prestataire de service EGNOS jusqu'à 2020. L'ESA, l'Agence de l'espace européenne, joue aussi un rôle très important et vital. Alors, sur l'esprit pensant, tout ça, en tant que l'agent qui dessine le système, supervise le développement. Et c'est précisément dans le développement où l'industrie européenne, est un acteur clé. La version 1 et la version 2 d'EGNOS, maintenant, on diffuse la version 2, a été développée sur la direction de Thales France. Alors, en résumé, le prestataire de service, comme vous le voyez, a beaucoup d'interactions, principalement avec les clients. Il faut dire toujours, à tous les mois, si le système marche, les prestations, s'il y a des problèmes. Mais en même temps, nous avons une interaction avec l'industrie, Thales, dans cette cas, parce que tous les problèmes que nous détectons sont rapportés. Les nouvelles versions qui améliorent et corrigent le système, préparées par l'industrie, sont remises à l'ESSP pour déployer un mode en service. Et qu'on comprenne bien, vous, Sophia, vous travaillez à l'ESSP. Oui, je travaille à l'ESSP. Et comme le service EGNOS est utilisé par l'aviation civile, par l'aviation civile de différents pays européens, l'EASA, c'est l'Agence européenne de la sécurité aérienne, supervise aussi aux fournisseurs du service. Je vais vous expliquer la partie gauche du cercle, c'est tout ça en relation avec le système, mais il y a des interactions très très importantes qui veulent établir et maintenir les interactions avec les utilisateurs du service. À la fin, la raison d'être dans le service. Si vous voulez, ici on explique un peu plus très rapidement qui est le fournisseur du service, le SSP. Nous sommes une société privée avec deux sièges, la centrale à Toulouse, qui est principalement responsable de relations avec l'industrie et l'opération de la maintenance de service. Thales est aussi à Toulouse. Tandis que le siège à Madrid, où je travaille, essentiellement dédié aux utilisateurs. C'est une entreprise privée, mais ses actionnaires sont de 7 principaux fournisseurs de services de navigation aérienne de l'Europe. Comme vous m'écoutez, je viens de dire toujours aéronautique, aéronautique, aéronautique. J'espère que vous comprenez qu'EGNOS, c'était au espace en général,
était dessiné et développé pour l'aviation civile. Alors, tout ça, à la forme, est bien montré dans les structures de tout l'écosystème autour d'EGNOS. Et pour finir la description d'EGNOS, une brève mention aux services disponibles. Il y a 3. Le service ouvert, le service qu'on appelle Safety of Life, et le service appelé EDAS, EGNOS Data Access Service. 3 services, mais le signal qu'EGNOS fournit à travers le satellite géostationnaire est unique. La différence entre le service ouvert et le Safety of Life est dans l'équipement qui traite le signal GPS et qui traite le signal capteur EGNOS. de l'utilisateur est différent, mais c'est le même signal à la base. C'est le même signal. Le signal, c'est toujours unique, mais la différence, c'est dans l'équipement qui processe le signal. Dans le service ouvert, les équipes ne suivent pas aucun standard. Il n'y a pas une certification qu'on remplir. Aucun problème. Si l'utilisateur a un problème, a une erreur, a une situation dangereuse, c'est à leur avis. Mais dans le cas Safety of Life, il veut suivre un standard, remplir la certification correspondante. Si un utilisateur a un accident pour une position incorrecte et la cause est un message d'EGNOS, la Commission européenne assume la responsabilité et les obligations. Et finalement, EDAS, ce n'est pas un signal donné par un satellite, c'est un service fondé à l'Internet. Toutes les informations du système sont disponibles et la seule condition pour avoir un compte, c'est d'être un citoyen européen ou une entreprise européenne. Donc on est plutôt sur des métadonnées pour des usages de recherche et développement, oui. Par exemple. Effectivement. Le service utilisé en agriculture, pour commencer à faire un peu de liaison avec l'objectif de ce séminaire, c'est essentiellement le service ouvert. Ça veut dire qu'en agriculture, vous utilisez le même signal que dans le cas aéronautique, mais les équipes les équipements n'ont pas la même certification, on ne suit pas le même en standard, mais le signal c'est le même. Bon, je continue avec les matières. Je vais vous présenter qu'est-ce que vous pouvez espérer. Alors, qu'est-ce que ça corrige et à quelle précision? La précision, effectivement. Sur la carte, vous pouvez voir la sonde de laquelle le service EGNOS est disponible. On peut dire qu'elle est pratiquement dans toute l'Europe. Il va manquer les dom-toms peut-être chez nous, mais les territoires d'outre-mer ne seront peut-être pas couverts, malheureusement. Nous avons toujours un problème avec la plutôt Fort, l'Europe, les Canaries. L'Europe continentale, en tout cas. Ouais. Dans la documentation officielle d'EGNOS, publiée par la Commission, l'engagement est qu'EGNOS fournisse une précision de 3 mètres horizontale et 4 mètres verticale. Mais la précision, attention, c'est mesuré comme le percentile 95. Mais la prestation qu'on observe toujours, que nous observons quotidiennement, c'est par des travaux de fournisseurs de services, sont bien meilleures que les contractuels qui sont très conservatrices. La précision que fournit EGNOS est submétrique, entre 70 et 90 cm, mesurée, attention, comme percentile 85. Ça veut dire dans 85% des cas, j'ai une précision inférieure au mètre, plutôt de l'ordre de 70 cm à 80 cm, c'est bien ça? Et voilà. Mais si on mesure la... Oula. Cascade, c'est pas grave. Mais si on mesure la précision en suivant le terme passage à passage, que je crois que c'est la mesure qu'on utilise en agriculteur, la précision d'EGNOS, c'est de 30-40 cm. Et oui. Alors, le message ici, c'est que la précision officielle est mesurée avec une marge de confiance 90-15%. Ici. Ça, ce que vous mais dites, que c'est la que réalité, voilà. c'est une autre. Ça, c'est aussi très important parce que ça, historiquement, a donné beaucoup de problèmes de communication, on peut dire, parce que s'il avait quelqu'un en licence ça, 17,3 mètres, je ne peux rien faire. Mais une chose, c'est comme un GPS, la documentation officielle du GPS, donc toujours en précision beaucoup plus conservatrice que la précision qu'on observe réellement. Donc vos performances en situation réelle vont au-delà des engagements contractuels. Effectivement. Et mon expérience, en parlant avec les agriculteurs, c'est qu'une précision de 30 cm
passage à passage est utilisé pour les tâches telles que le labour, la fertilisation, la pulvérisation et les types de cultures pour lesquels la précision diagnostic est suffisante est basiquement la céréale. Ouais, les grandes cultures, vous nous dites, sont celles sur lesquelles Ouais. le service d'EGNOS peut s'exprimer. Appuyez surtout qu'une seule fois, sinon tout va se dérouler d'un coup derrière. Ouais. Ça va prendre juste un peu de temps. Ouais. Désolée. Ah, c'est pas vous. Bon, c'est simplement pour remarquer. C'est important de comprendre que la précision peut être mesurée de différentes manières et c'est très important de savoir comment comparer les valeurs pour comparer, comme on dit en espagnol, paire avec paire et pas paire avec pomme de terre. Et que la précision diagnostic, 70, 90 cm mesurés 95 percentiles ou 30-40 cm passage à passage est suffisant pour la culture des céréales et des travaux comme la labour, la fertilisation et la pulvérisation. Ça, c'est tout. Bon, de aspect pratique, troisième point. Comment je sais, moi, si mon équipement est compatible avec EGNOS, et voilà. Concrètement? Pour se bénéficier de service EGNOS, il faut un équipement, très bien expliqué par Léo ce matin, un récepteur GPS. Et pour savoir si l'équipe que nous avons est compatible avec ces services, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre les spécifications techniques. J'ai mis ici un exemple de la spécification d'une équipe Timbra, le Juxplorer série 6000. Alors, ça c'est la spécification. Qu'est-ce que je dois faire pour savoir si ça marche avec EGNOS ou non? Très simple, c'est chercher les mots-clés, SBAS ou EGNOS. Alors, ils sont là. J'ai amplifié. Ça va arriver. Ça met juste du temps. Tin, 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 tin. Le suspense est intenable. Là. Voilà. Alors, si en changeant les mots-clés, ils apparaissent, cela signifie que l'équipement est compatible avec EGNOS et que l'utilisateur peut se bénéficier du service. Mais une fois que nous savons que notre équipe est compatible, la prochaine étape absolument nécessaire, c'est de les configurer correctement. Et je insiste à ce point beaucoup. Dans tout le temps que nous avons été les fournisseurs d'EGNOS, la meilleure source de, comme on dit, misunderstanding problems. D'incompréhension. Incompréhension pour part de l'utilisateur a été qu'EGNOS ne marchait pas. Et c'était surtout parce que l'équipement n'était pas bien configuré. Donc, deux choses à retenir. Un, c'est compatible. Et deux, je le paramètre bien. Alors, comment on paramètre? Ça, c'est les 4 points ici. Essaye de l'expliquer. Bon, pour configurer l'équipe, c'est nécessaire de savoir quels sont les satellites géostationnaires qui maintenant diffusent les messages. Aujourd'hui, je souligne aujourd'hui parce qu'EGNOS c'est un système vivant, alors de temps en temps il faut changer le satellite géostationnaire. Il faut changer le contrat avec Inmarsat, il faut changer le contrat Artemis, le géostationnaire, ce vieux finement, il faut le remplacir. Alors, les géostationnaires changent dans le temps. Première chose importante, c'est savoir le nombre de satellites qui en diffusent le signal. Aujourd'hui, PON 1, 2, 3 et le PON 1, 3, 6. Il est recommandé de vérifier la configuration d'équipe pour s'assurer que les satellites sont bien configurés. Il y a un guide de configuration, en anglais, désolé, pour les équipes plus utilisées en agriculture, disponible dans la web de support de l'utilisateur EGNOS. Et message, pour les prochaines années, au début de 2020, la configuration des satellites va changer. Alors, soyez attentifs. Oui, attentifs. Parce que tout ça va impliquer que si les utilisateurs veulent continuer à utiliser EGNOS, ils doivent faire des ajustements dans la configuration. D'accord, donc en 2020, les satellites changent, donc il faudra soit reconfigurer ces équipements, soit éventuellement en acheter des nouveaux. Et voilà. Donc une grosse échéance à suivre d'ici fin d'année, début de l'année prochaine.
Ma recommandation, c'est que vous vous enregistrez sur le site web pour recevoir les notifications automatiquement et avec suffisant temps. Et on peut trouver des informations si jamais on est un peu perdu. Oui. Très vite, ce que je dis au début, le 4e point, c'est que EGNOS c'est un service public, gratuit, mais l'utilisateur n'est pas seul. Alors, il y a un site web pour trouver des informations, il y a un téléphone 24 heures, il y a une adresse pour écrire, et dans le site web, on peut trouver le PRAN, le satellite qui est maintenant diffusant le message, comme vous pouvez le voir là. On peut voir... Ouf. Ça charge, ça charge. Ne rappuyez pas surtout. Donc tout un tas d'informations qui sont quand même disponibles sur le site internet. Ouais. Ce que j'ai retenu, c'est que c'était un site internet qui était malheureusement tout en anglais. Tout en anglais. Donc ce qui pose la question pour les utilisateurs finaux qui ne seraient notamment agriculteurs qui ne sont pas tous anglophones. Oui. Il y a peut-être un rôle particulier des équipementiers, on en reparlera tout à l'heure, et cet après-midi notamment, pour les accompagner dans la bonne appropriation de ces enjeux de paramétrage notamment. C'est le page web, c'est dans la gestion aussi de la commission. J'ai beaucoup de fois dit que l'agriculture c'est une marché très locale et il faut parler le langage de quelques pays, mais 28 langages, voilà. Bien sûr. Alors, donc, de l'importance quand même de l'accompagnement, on en reparlera cet après-midi. Je disais que dans le page web, on peut trouver du matériel de guidance pour configurer les équipements. Comment configurer les équipements pour l'agriculture. On peut consulter la précision d'EGNOS, mesurée comme passage à passage, toujours. Pour passage à passage, c'est tous les enjeux de recouvrement, pour que ce soit clair pour tout le monde. Aussi. Et puis je crois qu'il y a tout un tas de documentations qui sont disponibles encore une fois sur le site et avec les adresses où on peut se web qui seront dans la présentation qui sera remise aux participants. Ça c'est le numéro de téléphone, ça c'est l'email pour écrire. Qu'est-ce que c'est l'information plus importante pour les utilisateurs agricoles pour recevoir des informations? C'est le service notice. Tout ça, c'est simplement un petit résumé de la direction, téléphone, adresse et tout ça. Alors, il y a aussi une application, une app disponible pour iOS et pour Android, dans laquelle vous pouvez consulter une grande partie des informations qu'il y a dans la web de manière plus rapide. Ici, simplement, je finis avec le dernier point, c'est le futur proche. Oui, d'autant que c'est dans le titre de la conférence. Donc, que va changer EGNOS dans le futur? Bon, aujourd'hui, j'ai bien dit que la version qui est diffusée, c'est la version 2, qui a développé Thales France. La version 3 est maintenant en préparation. L'entité en charge de superviser le développement et le dessin, comme un jeu de dessin. Mais cette fois, ce n'est pas Thales qui va faire la version 3, c'est Airbus Space and Defense, l'entité responsable du développement. Alors, la version 3 va être organisée une première série d'améliorations par rapport à la version actuelle, ce qu'on appellera la version 3.1. Qu'on peut dire qu'on peut continuer à finir le service Legacy GPS en fréquence L1. Et les utilisateurs n'ont pas de besoin de changeur d'équipement pour s'en profiter. Pas besoin de changer, mais toujours probablement être vigilant sur la compatibilité et le paramétrage, plutôt. Exactement. Le paramétrage, c'est toujours super important. Toujours. Alors, pour la 3.2, comment ça marche? Et la 32 sera disponible en principe et planifiée pour être en 2025. Il va améliorer le signal GPS en fréquence L1 et L5 et corrigera également le signal de satellite EGNOS Galileo en fréquence L1 et L5. Pour ces bénéficiaires du service, il sera nécessaire d'avoir un équipement bifréquence et compatible avec GPS, Galileo et EGNOS. D'accord. Donc, a priori, aujourd'hui, il n'y a pas d'équipement d'ores et déjà compatible GPS, Galileo et EGNOS?
Il y a deux équipes qui sont compatibles GPS et Galileo. On peut utiliser les deux constellations, mais EGNOS 3.2. Et voilà, EGNOS parce que le standard n'est pas encore développé. D'accord. Alors il faut que le standard est développé et puis que le fournisseur de ce équipement GNSS, on le implémente dans les équipements. Et alors, pourquoi l'utilisateur, que le bénéfice du EGNOS V3? Alors, le message, c'est que la performance dépendront de ce équipement utilisé. Tout ça, c'est très important. Équipement comme actuel, GPS L1 Legacy. Et ces équipes vont avoir une meilleure position comparée à EGNOS version 2, l'EGNOS actuel, grâce à l'utilisation de M. Galileo dans les corrections générées par EGNOS version 3.1. Ça charge. Et les équipements double fréquence, L1, L5, plus double constellation, Galileo GPS. Les niveaux de précision et fiabilité plus élevés qu'EGNOS version 2 et qu'EGNOS version 3.1. Mais il ne va pas avoir une grande amélioration. Merci à EGNOS version 3.2, il ne va pas avoir une grande amélioration de précision déjà obtenue par les équipes double fréquence et double constellation. Ça, c'est basiquement tout. Je crois que j'ai fini. Merci beaucoup. Désolée pour mon français. Non, pas de problème. Je crois qu'on a bien compris. Les messages clés, du coup, vérifier la compatibilité, vérifier le paramétrage, être vigilant sur 2025. Vous avez quelques questions ont été posées par le dispositif SMS, notamment. Est-ce que on a bien vu que toutes les zones du monde étaient a priori couvertes par un système de correction type EGNOS? Quid de l'Amérique du Sud et de l'Afrique? Est-ce qu'il y a prévu En Afrique, il y a prévu. Et en France, c'est possible d'utiliser EGNOS dans le nord de l'Afrique. À le nord de l'Afrique, on peut l'utiliser, mais si vous avez vu ici dans le map de... Et là, ça marche nickel, c'est rageant. Bon, vous pouvez voir là. Oui, on voit effectivement que le Maroc, notamment. Mais la Commission a déjà fait ces coupages-là, ce n'est pas casualité, c'est une précision, c'est un système européen, alors on assume le système, le service dans l'Europe. Mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser. Et il y a aussi des plans de SACNA, c'est la rotation de l'aviation civile en Afrique, d'avoir un EGNOS en Afrique. Alors, on pourra l'utiliser pour l'agriculture. Amérique du Sud, pas aucun mouvement. Moi, je n'ai pas bien compris quelle est la source d'erreur que corrige EGNOS. Dans la présentation qu'a faite Thierry, on a compris que c'était soit au niveau du satellite qui, grosso modo, vibrait, je le dis avec mes termes, soit le signal qui était perturbé au moment de traverser les différentes couches de l'atmosphère, soit des interférences locales. Quelle est l'erreur que corrige EGNOS? Bonne question. EGNOS corrige les horloges, les orbites du GPS et aussi la distorsion de la signal quand à travers l'ionosphère. D'accord. L'ionosphère, ok. Donc c'est les deux premières sources d'erreur qu'a cité Thierry tout à l'heure. C'est très difficile pour corriger la source des erreurs locales. La solution doit être locale. Ce n'est pas possible d'avoir une solution globale, à niveau européen pour résoudre ça. Une dernière question. J'achète aujourd'hui un équipement a priori compatible EGNOS. Est-ce qu'il est nécessairement bien paramétré? Non, pas nécessairement. Donc il faut le vérifier à chaque fois? Non, oui. Ok. Ça dépend. Merci beaucoup, Sophia. De toute façon, vous restez toute la journée jusqu'à 15h. Si vous voulez prendre des contacts avec Sophia, il faut le faire pendant le déjeuner.